Le Guggenheim, le musée d'histoire naturelle de New York, le British Museum et même le musée du Louvre ont reçu de l'argent d'origine moralement douteuse. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus remarquables. Aujourd'hui, je vais vous parler de qui est la famille qui fait ces dons et comment elle ressemble à un cartel de la drogue. Tout d'abord, qui sont-ils? C'est une famille qui s'appelle Sackler et ils sont propriétaires d'une entreprise qui s'appelle Purdue Pharma. Ah, je sais ce que vous allez me dire, qu'une entreprise qui fait des médocs, ce n'est pas la même chose qu'un cartel de la drogue. Bon, ce n'est pas la seule opération. Je vais vous montrer comment ils ont tout un système qui leur gagne le nom de famille au même nom ou au même titre que la famille Corleone. Pour commencer, d'où vient leur argent? La plupart de leurs revenus vient de la vente d'un produit qui s'appelle OxyContin. C'est un analgésique utilisé pour traiter les douleurs chroniques, un opioïde. Et le problème vient avec ce mot, opioïde. Pourquoi? Parce que les opioïdes, ce sont des médicaments pour traiter les douleurs, mais ils sont normalement très addictifs, comme la morphine ou aussi la drogue illégale, l'héroïne. Alors pendant très longtemps, les médecins ne voulaient pas prescrire des opioïdes. Mais tout cela a changé en 1995, quand Purdue Pharma a sorti ce nouveau produit OxyContin, que ce n'était que de l'oxycodone, qu'on connaît depuis le début du XXe siècle, mais dans une pilule de libération prolongée. Et ouais, cette libération prolongée est supposément ce qui permet d'éviter l'euphorie, mais aussi l'addiction. Sauf qu'il y a des petits bémols, comme par exemple le fait que sur la boîte, c'est écrit que si tu écrases la pilule, cette libération prolongée, elle n'existe pas. Et les junkies, ils sont pas bêtes. Évidemment, ils ont écrasé les pilules et ils ont commencé à les sniffer ou se l'injecter. Mais ça, ce n'était que les gens qui abusaient. Ouais, cette libération prolongée aussi, elle ne marchait que sur 50% des patients. Mais les essais cliniques qui le disaient ont été réalisés dans des hôpitaux sponsorisés par Purdue Pharma. Ce qui veut dire que les rapports qui disent ça ne sont jamais arrivés aux autorités. La campagne publicitaire était énorme, elle était dirigée vers les médecins avec des brochures, avec des articles médicaux sponsorisés par Purdue bien sûr, et aussi avec des visiteurs qui allaient pour convaincre les docteurs que leur crainte de dépendance était infondée ou exagérée. Bien sûr, ces revendications commerciales étaient plutôt infondées ou tirées de conclusions avec des données incomplètes. Mais tout cela devient une question de storytelling, parce que le plus tu répètes un mensonge, le plus ça ressemble à la vérité. Ça venait aussi avec des t-shirts, avec des peluches, avec des invitations à des séminaires avec une super ambiance, comme celui-ci par exemple. Et oui, avec une chanson comme ça, ça passe beaucoup mieux, non? Celui qui chante à la fin, c'est le directeur de vente de Purdue Pharma de l'époque. Bon, mais vous allez me dire, ah ça c'était la compagnie qui faisait la pub, etc. C'est pour ça que je vous dis qu'ils travaillent comme la famille Corleone, parce qu'ils pouvaient développer la drogue dans leur compagnie pharmaceutique. Ils pouvaient obtenir les rapports des essais cliniques dans les hôpitaux qu'ils sponsorisaient. Ils pouvaient faire le marketing avec la compagnie de marketing de laquelle ils sont propriétaires à Madison Avenue. Et en plus, ils pouvaient diffuser les bienfaits de ces drogues dans les journaux médicaux desquels ils sont propriétaires aussi. C'est tout un système, ça fonctionne. Bon, mais tout ça, ça reste un groupe d'entreprises, c'est légal et tout ça. Oui, mais ils opèrent exactement comme un cartel mexicain qui s'appelle les Jalisco Boys, qui trouvent une communauté vulnérable. Ils offrent des échantillons d'héroïne, mais seulement que Purdue Pharma, ils offrent des coupons aux docteurs. Comme ça, les docteurs peuvent donner un traitement initial gratuit aux patients. Et une fois qu'ils sont accros, ils doivent le payer. Bien sûr, ils ont arrêté cette pratique au bout de 4 ans. Mais au bout de 4 ans, plus de 30 000 coupons avaient déjà été échangés. La famille Sackler fait tout dans leur pouvoir pour éviter d'associer leur nom à Purdue Pharma. Même dans le site web de la compagnie, c'est impossible de les retrouver. Mais ils font aussi de la philanthropie pour qu'on leur associe à des immeubles tels que des musées, des institutions d'éducation supérieure, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire quelque chose d'immoral. Le musée du Louvre a déjà effacé le nom de la plaque où ils dédiaient toute une aile à leur nom. Mais d'autres musées n'ont pas fait la même chose. Par exemple, le Victoria and Albert Museum de Londres
Ils ont émis un communiqué officiel où ils remerciaient la famille Sackler et leur considéraient comme une partie importante de la communauté. Et pourquoi est-ce que cela pose un problème? Cela pose un problème parce qu'un musée, c'est quand même un outil très efficace pour diffuser un domaine du savoir, une vision du monde et une idéologie. Et comment peut-on faire confiance que cette famille, qui est bien connue pour diffuser des informations scientifiques et médicales fausses pour en tirer un profit, ne va pas intervenir dans le contenu ou dans la curadurie du musée? Est-ce que les musées peuvent se protéger de ça? Est-ce que ça devrait être permis même? Est-ce qu'on peut évaluer ça quand on reçoit un don? Dites-moi ce que vous en pensez, laissez les commentaires en dessous de cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.